Bonjour à tous, bienvenue dans le QG des maires de Télé Grenoble. Tous les trimestres, j'ai le plaisir de recevoir 3 maires de l'agglomération grenobloise. On va parler un peu du sud de l'agglomération aujourd'hui avec les communes de Visil, Bresson et Saint-Barthélemy de Séchilienne. Catherine Trotton, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Visil, à côté de vous Audrey Guillaumard, bonjour. Bonjour. Maire de la commune de Bresson. Et puis Gilles Strapazon, bonjour. Bonjour. Maire de Saint-Barthélemy de Séchilienne. Alors avant de commencer, ou pour commencer cette émission, on va faire un petit cours de géographie pour nos téléspectateurs qui ne maîtrisent pas forcément bien les 49 communes de la métropole. Voici où sont situées les 3 communes dont on va parler ce soir. Saint-Barthélemy de Séchilienne le plus au sud, Visil un petit peu au-dessus, et puis Bresson un peu plus proche du cœur de l'agglomération grenobloise. Petit jeu pour commencer. J'ai peut-être eu le temps de réviser parce que je fais le même jeu à chaque fois. Gilles, combien d'habitants à Visil? 7800 habitants. Catherine, vous confirmez? Un petit peu moins. Mais il est généreux. Il est généreux et on a cet objectif-là d'atteindre les 7800, j'espère, avant la fin du mandat. Bon, et comment on appelle les habitants de Visil? Le Visil, bon, c'est assez facile. Catherine, combien d'habitants à Bresson? Alors, j'ai révisé, mais je crois que c'est 400. C'est là, 400. Ah, alors 600. 689 exactement. Voilà. 689. Ouais, c'est ça. Et comment on les appelle, les habitants de Bresson? Les Bressonnais. Oui. Bressonnais et Bressonnaises. Audrey, il reste plus que Saint-Barthélemy de Séchilienne. J'ai l'impression que vous savez à peu près combien d'habitants là-bas. Je me suis dit, je vais tomber sur Saint-Barthélemy, ça ne va pas couper. Alors, les habitants, c'est les Cujala. Les Cujala. Cujala, ouais. Et environ 400 et quelques habitants, c'est ça? 430 habitants. Voilà, oui. 430. Les Cujala, pourquoi les Cujala? Parce que notre commune, elle est située sur le flanc nord du massif du Taillefer, donc qui est peu exposé au soleil. En bon français, les Cugelais, et en patois, Ça vient vraiment les de ça. Cujala. D'accord, C'est on va vrai. très bien. C'est vrai. Bon, Et fier de l'être. bonne réponse du duo Audrey Guillaumard et Catherine Trotton. Il y a eu de l'entraide entre les maires et c'est bien. Il faut de la solidarité. Bah oui. Et féminine, là, on va dire. En plus, on a une majorité d'élus féminines sur ce plateau, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle des maires des communes. Gilles, c'est en plus une des toutes petites communes de l'agglo, Saint-Barthélemy avec 400 habitants. Oui, en termes de population, 430 habitants. Nous sommes la 3e plus petite commune de la métropole de Grenoble. Et nous représentons à peine le 1000e de la population métropolitaine. Vous la définiriez comment? C'est un village de montagne? C'est une commune périurbaine? Nous sommes d'abord commune de marge de la métropole, puisque historiquement située dans l'Oisans. Aujourd'hui, la commune la plus au sud, cela a été dit, avec des liens très forts avec les communes qui nous environnent, qui ne sont pas métropolitaines, des liens très forts avec la commune de La Morte, l'Alpe du Grand Cerf, de Livet et Gavet, par exemple, ou des communes du plateau mathésin, avec lesquelles nous travaillons dans le cadre d'un regroupement pédagogique pour les enfants du hameau du Sapé sur ma commune. On voit quelques images de Saint-Barthélemy de Séchilienne. Ça a l'air très, très paisible, un peu en balcon au-dessus de la vallée de la Romanche. C'est ça. Séchilienne, Saint-Barthélemy de Séchilienne, c'était des communes proches par le passé? Ce sont toujours des communes proches, puisque nous étions, encore une fois, historiquement dans la même seigneurie, dans la même paroisse, et nous sommes toujours restés dans le même canton. Et puis nous avons des habitudes de travail en commun. La Romanche n'est pas infranchissable. Ma commune occupe le versant ombragé de la vallée de la Romanche, la commune de Séchilienne, le versant ensoleillé, ce qui ne nous empêche pas d'avoir de très très bonnes relations. Vous parlez de seigneurie, il y a une sorte de blason sur les plaques de rue dans votre commune. Celui-là, là, deux mains avec un cœur au milieu, ça signifie quoi? C'est le blason du colonel Camille Gauthier, qui fut un grand serviteur de la France, puisqu'il a été très longtemps l'aide de camp de Napoléon Bonaparte, et c'est à lui qu'on doit le retour de l'île d'Elbe. Et comme il a été maire de Saint-Barthélemy, nous avons trouvé sympathique de reprendre son blason. Nous avons déposé d'ailleurs le blason à l'INPI
pour notre collectivité. Et puis, Gauthier a été aussi un grand capitaine d'industrie, et c'est lui le premier qui a installé des hauts fourneaux sur ma commune d'abord, et puis ensuite à Riou-Pérou. Et les débuts de l'industrie, nous le lui devons. Alors, vous parliez de Loisan, qui est effectivement le territoire juste à côté de votre commune, qui fait partie pour autant de la métropole grenobloise. Vous êtes conseiller départemental d'ailleurs du canton Romanche-Oisan depuis une quinzaine d'années. C'est cela. Et puis vous êtes maire depuis 1995. Alors j'ai pris ma calculette parce que c'était au siècle dernier. 28 ans de règne, c'est le record sur l'agglomération. Aujourd'hui, vous êtes le maire qui a la plus grande longévité à la tête de sa commune. Ben, j'ai appris ça tout à l'heure, mais ça m'ennuie le mot règne. Je pense que... On va parler de seigneurie. C'est d'abord 23 ans, 28 ans aux côtés des habitants de ma commune, aux côtés des habitants de la vallée. Un travail collégial, partenarial que j'ai toujours voulu depuis que les habitants m'ont fait confiance. Il n'y a pas de lassitude, 28 ans non. Il y a encore beaucoup d'enthousiasme à mener des projets, et ils sont nombreux. C'est vrai que ma commune, elle a traversé des zones de turbulence particulièrement fortes, avec notamment le problème des ruines de Séchilienne, l'évacuation du tiers de la population. Il a fallu exproprier les gens pour détruire leur maison. C'est ça qui était menacé par les boulements d'une montagne. Du risque naturel majeur des ruines de Séchilienne. 324 habitants, 94 maisons, tout un pôle de services publics qui ont été rasés. Et du coup, ben oui, ça donne du courage pour poursuivre et amplifier le travail pour ma commune, mais aussi pour l'ensemble de la vallée et le territoire. Bon, je précise que vous êtes également membre du Parti socialiste, oui, et que vous siégez à la métro dans le groupe, la majorité de Christophe Ferrari. Absolument. Président de la métropole. Alors, on a le plus ancien, alors il n'y a même pas le mot plus ancien, mais la plus grande longévité en tant que maire sur le plateau. On a également la maire la plus récente de la métropole. Avec, et moi, j'aimais bien l'appellation jeune. Ah bon, bah alors voilà, la plus jeune maire. Parce que vous, Audrey Guyérin, vous êtes arrivé un petit peu après la bataille des municipales à la tête de Bresson. Alors déjà, on a eu le Covid au milieu, donc nous, personne n'a été élu au premier tour en mars, donc ça a fallu attendre juin. En juillet. En juillet même. Oui. Et puis, nous avions perdu, ma liste et moi-même, d'un bulletin. Et on s'était dit que c'était trop dommage de ne pas tenter un recours sans conviction, parce que rares sont les recours qui aboutissent. Et puis on l'a fait sans avocat, on a cherché nos jurisprudences, on a travaillé ça pendant tout l'été pour étoffer le dossier. Et puis le tribunal administratif nous a rendu une faveur en nous disant que c'était accordé et que cette voie qui avait été écartée était réattribuée. De fait, il y a eu des réélections et je suis arrivée au conseil municipal, à la tête du conseil municipal en décembre 2020. Voilà. Ouais, vous aviez 7 élus contre 8 avant donc, ce recours. Exactement. Cette voie a tout changé. Il y a un de vos élus qui est passé et un autre qui avait été élu. Alors, c'est une question d'âge. En plus. C'est une question d'âge. On était en égalité parfaite et c'est le plus âgé qui gagne. Et le plus âgé, il était chez nous. On était content d'avoir pris un senior, très senior. Et lui était moins content d'avoir été élu pour ça, mais voilà. Donc vous avez officiellement été élu maire, je crois, à la fin de l'année 2020. Le 18 décembre 2020, exactement. 18 décembre 2020. Vous avez déjà connu, Gilles, dans votre carrière, des élections aussi serrées où ça se joue finalement à la différence d'âge? Non, absolument pas. En tous les cas, pas sur ma commune. Hein. Oui, bon, vous effectivement, Gilles, quand il se présente, il n'y a pas d'autre liste. Donc, ça. Alors que nous, il y en a un paquet. Plus simple. Comment ça se passe, l'ambiance aujourd'hui au sein du conseil municipal? Quand les écarts sont serrés comme ça peut créer des tensions? Alors, il se trouve qu'on était effectivement sur 2 listes opposées, mais les programmes étaient assez proches. Oui, exactement. Et de fait, on travaille en parfaite harmonie. On a eu une démission et on est 14. Et voilà, on est à l'unanimité sur quasiment toutes les décisions qu'on prend. On voit la mairie là en image, exactement, qui est une belle mairie à Bresson, avec une équipe très féminine à la tête de la commune. Alors ça, c'est le choix du panachage, parce que moins de 1000 habitants, vous le savez, on peut... Ah non, vous le savez pas, parce que vous, il n'y avait qu'une liste. Nous, on en avait 3 et on peut panacher, c'est-à-dire qu'on peut prendre qui on veut.
Et dans les petits villages, c'est à l'affinité de celui qu'on aime bien, celui qu'on n'aime pas, celui qui dit pas bonjour, celui qu'on croise jamais, celui qu'on voit tout le temps, enfin bref. Et donc les listes sont faites et elles ont été essentiellement féminines. Oui, effectivement, il y a 4 hommes sur 14 élus. Et puis même dans vos adjointes, vous avez privilégié des femmes dans les rôles... Contre toute attente. J'ai failli faire du 100% féminin et j'ai trouvé que c'était pas élégant. Donc il y a un homme. Du coup, et voilà, il y a un homme. Bon, très bien, ça change de ce qu'on peut voir parfois dans d'autres collectivités. Saint-Barthélemy-Séchilienne, on disait que c'est une commune rurale. Bresson, il y a un tout petit peu plus d'habitants. Comment vous la qualifieriez, votre moi, j'aime bien le commune rural et j'aimerais bien qu'on le reste. D'ailleurs, on en parlera, mais on met en place des choses pour que cette ruralité revienne à Bresson et qu'on ne devienne pas simplement une banlieue trop proche, qui soit même amalgamée aux grandes villes qui m'entourent, parce que avec notre identité de village. Vous êtes à la campagne, mais quand même aux portes de Grenoble. Hein. Alors ça, c'était l'ancienne baseline, l'art de vivre en Isère. Aujourd'hui, c'est Bresson, la campagne à son village. Voilà. Parce qu'on revendique notre côté campagnard. On voit sur ces images qu'effectivement, vous offrez un cadre de vie plutôt sympa. Agréable, oui. J'imagine une commune aussi où le foncier doit être il est très élevé. C'est même au-delà de l'entendement. Ça prend des proportions qui fait que nous, on aimerait avoir des petites familles avec des enfants en bas âge qui viennent. Et pour autant, les maisons sont de plus en plus chères. Donc voilà, le foncier est élevé. C'est votre premier mandat politique, oui. Audrey ? Oui, c'est mon première élection. Vous êtes engagée, vous, dans un parti politique ? Et non, je ne suis pas ni étiquetée, ni engagée. Je vais, dirais-je, au gré du vent, même si après j'ai mes convictions personnelles qui me portent plus dans certaines directions. Mais... Ouais. À la métro, vous siégez dans un groupe d'opposition. Exactement. Commune au cœur de la métropole. Exactement. Qui réunit plutôt des élus de droite, oui. Si on doit les positionner comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est la métro qui vous impose d'être dans un côté politicien. Vous devez forcément choisir un camp. Plus ou moins, oui. C'est ça. Alors, premier mandat politique, mais il y a une tradition familiale à la mairie de Bresson, quand même. Exactement. J'ai mon oncle, Jean-Pierre Chavon, qui a été élu 35 ans. 6 mandats, en fait, quasiment. Parce qu'il y a eu des mandats de 5 ans à l'époque et pas de 6. Et voilà, après, c'était une autre époque, une autre génération, mais il a laissé des belles traces dans le village et il a fait que le village est resté un village aussi, en se battant à l'époque face à des mastodontes qui voulaient absorber le village. On a gardé notre identité et j'en suis très fière. Bon, je pensais que c'était le record, 28 ans. Gilles, c'est le record actuel, mais il y a 35 ans, à Bresson, il y a quelques années, vous l'avez connu, oui, bien sûr, le maire de Bresson, bien sûr. l'oncle d'Audrey. Chavant, c'est un nom qui marque la commune. Il y a une histoire familiale, notamment autour d'un restaurant qui est célèbre un petit peu partout en Isère, qui est là depuis de nombreuses décennies. Alors, 1852, 171 ans cette année. À l'époque, dans le village, il y avait 3 châteaux, des fermes et une auberge qui s'appelait l'auberge des Marronniers, qui était tenue par mes arrière-grands-parents que vous avez là. Et en fait, de mariage, ma grand-mère s'est mariée avec mon grand-père qui a... Ah oui, je vois ma maman, mon père, mon oncle, pardon, mon père, le pauvre, non, pas du tout. En fait, c'est devenu un restaurant gastronomique. Mon grand-père a même eu une étoile au Michelin et mon oncle a été chef et puis associé avec ma tante depuis toujours. Et ma tante est toujours à la tête de l'établissement dans lequel... Je la seconde parfois, et puis j'ai mon cousin, Charles-Henri, qui a du crèche avant, qui a des brasseries, et le Parc Hôtel en centre-ville. Donc on est dans une lignée de restaurateurs et d'hôteliers depuis des années. C'est une adresse que les amateurs de gastronomie connaissent. Je ne sais pas si Catherine ou Gilles, de temps en temps, vous faites une exception, vous allez sur un restaurant en dehors de votre commune. Oui, ça nous est arrivé. Bon, vous n'êtes pas les seuls, évidemment. Oui, ça vous parle. Je vois les images, oui, notre chef Fabien Capognat et Thibault. Ça, je crois que c'est votre collection de Porto, collection qui appartenait à mon grand-père, donc qui est dans la famille depuis des années et qui est effectivement une rare collection de Porto. On peut faire des dîners au Porto de l'entrée au dessert et rares sont les Français qui le savent. Catherine Trotton, est-ce qu'il y a une tradition familiale aussi à diriger des communes chez vous ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est venu comme ça.
j'allais dire un peu par hasard, il n'y a jamais vraiment de hasard. C'est vrai que je me suis impliquée, on n'est pas d'ici, mais on a choisi, il y a un peu plus de 20 ans, de s'installer à Visil. Et j'ai choisi d'y installer ma famille, voilà. Et j'aime cette ville, j'aime aussi m'impliquer dans les associations. Et ça a commencé petit à petit comme ça, en tant que parent d'élèves. Et puis après, d'association en association, on a un peu plus de responsabilités, on a envie de faire un peu plus. Et voilà. Et du coup, j'ai été sur une première liste avec Serge Gros. Le mandat, pas le mandat directement précédent, le mandat d'avant. J'étais adjointe à l'éducation et puis j'y ai pris goût. C'est vrai que c'est passionnant de participer à la vie de la commune et de pouvoir prendre des directions, prendre des décisions pour répondre un peu aux besoins de nos concitoyens. Je suis restée un petit peu dans l'ombre au mandat précédent. J'étais dans un premier temps élue de l'opposition. Et puis, c'est vrai que quand on est élu de l'opposition, c'est un peu compliqué pour participer un petit peu. Enfin, on se sent toujours un peu à l'écart. Et puis, on est reparti. Là, pour ce mandat-là, et avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'envie de faire bouger les choses. Alors, comme Audrey, vous n'êtes pas affiliée à un parti politique. Non. Bon, vous étiez classée quand même divers gauche sur... Quand je me suis déclarée... Quand vous êtes déclarée. Oui, on aime bien les cases, donc il faut forcément voilà. mettre des tendances, notamment quand on inscrit une liste à la préfecture. Vous connaissez bien Gilles, d'ailleurs, parce que vous avez fait campagne ensemble, alors pas pour les municipales, mais pour l'élection d'après. Oui. Et on se croise régulièrement. Vous parliez de la longévité du mandat de Gilles. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Il est constamment sur le terrain, constamment aux AG d'associations, dans la rue. Et c'est vrai qu'il vient souvent à Visil et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire campagne avec lui parce qu'il porte vraiment une réalité. Il veut répondre aux besoins des gens. Enfin, c'est vraiment le sens de l'engagement politique aussi. Hier soir, on avait une réunion, mais je ne sais peut-être pas, sur l'abstention, sur les problèmes un petit peu. Mais je pense que quand il y a un politique qui est proche des gens et qui... les gens s'identifient un peu à lui et... Il a une écoute, il est à disposition et je pense que c'est important, surtout en ce moment. Alors, on évoquait la campagne des départementales, parce que Gilles Strapazon est conseiller départemental et que vous étiez sa suppléante sur cette campagne. Vous êtes un des rares maires de l'agglomération à avoir fait le choix, j'imagine que c'est un choix, de ne pas siéger à la métropole. Pourquoi ? Je voulais consacrer tout mon temps à Visil. Et je me suis dit, si je commence à partir à la métro, ça va me prendre du temps. Et plus ça va, plus je m'investis un peu plus dans la métro, parce que je pense que c'est une évidence aussi. On ne peut pas faire sans la métro. Et en y étant, on est au courant de pas mal de choses. Même par rapport aux liens avec les autres. Ce qui m'a beaucoup manqué quand j'ai fait ce choix-là au début, c'était de me retrouver un petit peu isolée et coupée des autres maires. Et je pense que c'est important on parle plus juste d'une ville, on parle d'un territoire, et je pense que c'est important de partager avec les autres maires. Alors, c'est deux de vos adjoints, Lionel Coiffard et Séverine Jacquet, qui siègent dans le groupe d'ailleurs écologiste à la métropole. Vous, il y a un représentant, Gilles, c'est vous, donc 1 pour 400 habitants, 2 pour 7500 habitants. Finalement, un habitant de Saint-Barthélemy de Séchilienne, même si c'est une toute petite commune, va peser 10 fois plus à la métropole qu'un Visillois. C'est ça. Je suis 114e du conseil métropolitain, alors que ma commune est à peine 1/1000e de la population métropolitaine. On pourrait presque considérer que ma commune est surreprésentée, mais c'est la règle. Elles ne sont jamais surreprésentées, les communes. Contrairement donc à Saint-Barthélemy de Séchilienne et à Bresson, Visil, c'est quand même plutôt une petite ville. Tout à fait. Une petite ville avec un bourg-centre, avec tout un tas de services. Et on est fiers d'être ce bourg-centre et de voir venir les habitants des communes autour. Oui, c'est notre richesse aussi.
Il y a aussi un lycée à Visil, C'est un collège. notamment, qui draine la population de Loisan. Vous avez ouvert une maison des services il y a peu de temps. Il y a des problèmes d'accès aussi dans des petites villes comme la vôtre? Bien sûr, on a eu la fermeture de la caisse primaire d'assurance maladie. J'ai l'impression que l'État se désengage progressivement et on a de moins en moins accès. Alors pour nous, on maîtrise plus ou moins l'informatique, mais je pense qu'il y a toute une partie de la population qui va se retrouver en marge de toutes les formalités administratives. Et c'est essentiel d'avoir cet outil-là sur la commune. Ouais, c'est essentiel pour la commune de Visil et pour les communes environnantes. Oui, tout à fait. Puisque les habitants de l'ensemble du grand bassin visillois vont aujourd'hui à cette maison des services publics. C'est une belle réalisation, ô combien nécessaire pour le territoire. Ouais, ça reste un pôle d'attractivité dans la métropole. On a Grenoble, la ville-centre, mais il y a des pôles d'attractivité périphériques. Visil en fait partie. Et c'est essentiel de le garder pour offrir ce service, pour permettre ce service aux habitants. J'ai vu que vous aviez aussi, il y avait le projet d'une ouverture d'une maison de santé sur la commune. Ça, j'imagine que c'est aussi des solutions pour régler ce qu'on appelle les déserts médicaux. Oui, tout à fait. Ça a été pendant la campagne, ça a été un de nos objectifs, d'essayer de créer cette maison, d'apporter, de permettre aux Visillois d'avoir accès à des médecins. Et malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué. Heureusement, il y a eu la mobilisation d'un cabinet médical privé qui avait cette idée-là depuis un certain temps. Ça n'a pas pu se faire au mandat précédent. Et quand on y est revenu, on a repris contact avec ces médecins et on était là pour les encourager, pour les accompagner, pour essayer de leur faciliter un petit peu parce qu'il y a des démarches administratives, il y a des permis de construire, il y a tout un tas de choses à mettre en place et on est là pour les soutenir. Alors, si on en croit les statistiques d'Isère Attractivité, Visil est la commune la plus visitée de l'Isère. Je crois que 800 000 visiteurs par an viennent sur votre territoire, notamment pour aller visiter ce château et ce parc qui font la réputation de la ville. Une belle fierté. J'imagine que vous y êtes tous allés, Gilles et Audrey, à Visil. Vous promenez, château du XVIIe siècle, berceau de la Révolution, oui, Catherine. Tout à fait. Mais Visil est marqué par cette révolution-là. C'est vrai que... Mais je pense que ça a aussi marqué la population, marqué les habitants, cet esprit un petit peu mutin, cet esprit un petit peu de revendication, et c'est très bien. Quand on accueille autant de monde sur une commune, on en profite, il y a des retombées économiques importantes. C'est pas vous qui gérez directement le domaine et le château, c'est le département. C'est le département. C'est le problème. Parce que c'est vrai qu'on a tous ces touristes, toutes ces personnes qui viennent à l'intérieur du domaine. Et malheureusement, ils ne viennent pas, ils ne traversent pas les rues de Visil, ils ne se tournent pas vers... On a eu un artiste qui est venu, là, à Varigny, qui était avec la métropole, qui a dit, moi j'ai pris le parti, il était sur la place du château, de me tourner vers la ville et de regarder la ville. Et malheureusement, la plupart des gens qui viennent dans le domaine ne font pas cet effort. Je pense que ça demande un effort. Et je pense aussi il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour pouvoir accueillir ces touristes. On manque de restaurants, il faut qu'on mette en valeur un petit peu plus les richesses de Visil. Et ça, c'est tout le travail qui est mené actuellement par la municipalité de Visil avec Catherine et la métropole, qui implique beaucoup dans la ville, dans le bassin visillois, qui est au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure, au-delà d'être un pôle d'attractivité pour la métropole, c'est aussi Visil la parfaite interface entre la métropole purement urbaine et les territoires ruraux et montagnards plus au sud. Quand on vient de Loisan pour aller en direction de Grenoble, on traverse Visil. Quand on vient de Lamure pour aller en direction de Grenoble, on traverse également Visil. Et du coup, Visil, au-delà de ce pôle d'attractivité, a nécessité aujourd'hui de s'adapter. Mais c'est tout le travail qui est actuellement mené par Catherine et son équipe pour faire en sorte d'être
une interface accueillante, une interface en capacité de recevoir les personnes qui viennent à la journée avec les transports en commun au domaine départemental de Visil, mais aussi qui viennent en séjour. Et c'est un travail de longue haleine. Vous parliez du soutien de la métro. Visil a signé début janvier une convention qui s'appelle OPAH-RU. Alors c'est un peu barbare. Opération programmée de réhabilitation de l'habitat. Voilà. Bon, rénovation urbaine de Visil. Il va y avoir plus de 3 millions d'euros qui vont être investis entre l'État et la métropole. Sur 5 ans. Et donc, ça va nous permettre notamment de pouvoir réhabiliter, de pouvoir le centre-ville, la rue du Général de Gaulle, pour aider les petits propriétaires qui ont souvent des petits logements qui ont vieilli, qui ne sont plus adaptés, à faire des travaux. On s'est aperçu, il y a eu des études en amont qui ont montré aussi que les propriétaires n'étaient pas organisés en syndic, et ce qui posait beaucoup de problèmes. Donc voilà, on va aider ces propriétaires-là à s'organiser en syndic, à faire des travaux. Il va y avoir des subventions, on va les conseiller. Et c'est primordial cette aide de la métro. Les pas de porte commerciaux sont aussi petits. Oui. Il y a nécessité de remembrer, et c'est tout le travail qui est mené aujourd'hui. Il y a beaucoup de logements qui ont un pas de porte sur la rue, et le seul accès, c'est un grand escalier. Donc la population a vieilli aussi, et beaucoup de personnes âgées se retrouvent enfermés dans ces logements-là, et il faut absolument qu'on les aide à vivre et à adapter leur logement à leurs conditions. Ça va s'étaler, je crois, sur 4 ans, ce plan pour redynamiser le logement et puis le centre-ville. C'est une opération bien particulière qui va toucher donc la rue du Général de Gaulle, mais Gilles en parlait tout à l'heure, il y a Centralité Visilloise où là aussi la métro est à nos côtés. Elle nous a bien identifiés comme carrefour, comme tu disais Gilles, on est au carrefour de plusieurs vallées, on est au centre de notre territoire, et je pense qu'il faut qu'on aide nos commerces à ouvrir, à résister un petit peu, parce qu'on a des grandes surfaces à l'extérieur, donc il y a une concurrence un petit peu déloyale, mais il y a ces commerces-là, il y a ces logements, il y a des problèmes de mobilité, et je sais que la métro est à nos côtés aussi pour fluidifier les mobilités, pour mettre en place... On est en train vraiment de travailler, et il n'y a pas une semaine où on n'a pas une réunion avec les techniciens de la métro au sujet d'un projet bien particulier. Donc ça va évoluer dans le bon sens à Visil dans les années à venir. Dynamiser son territoire, quand on est maire, ça fait souvent partie des priorités. Audrey Guyomard, à Bresson aussi, vous avez envie de redonner un peu de vie au village. Au cœur du village, effectivement, nous, on a un village qui pouvait commencer à tendre à être un village dortoir où les gens ouvraient leurs volets souvent le week-end. On vivait moins le village, on choisissait Bresson parce que c'était tranquille, mais on ne vivait pas grand-chose. Alors évidemment, on a un panel d'associations qui est très riche, mais pour autant, on retrouve toujours les mêmes à peu près dans toutes les assos. Et le but était d'abord, faire connaître ces assos. On a remis en place un forum des associations qui a lieu pendant notre marché hebdomadaire qu'on a mis en place et qui a fêté ses 1 an au mois de septembre. Un marché hebdomadaire qui a lieu tous les jeudis de 16h30 à 19h30, et tous les premiers jeudis du mois, il y a de la musique. La buvette est tenue exclusivement par les associations du village. Ça leur permet de gagner un peu d'argent et puis de demander moins de subventions du coup. Mais surtout, ça leur permet de se faire connaître, et ça amène une vie. Nous, on n'a pas de commerce réellement, à part le restaurant, le golf, et puis un peu plus bas dans la zone, un intermarché avec des commerces, un coiffeur, etc. Presse, mais c'est pas le cœur exactement. Dans le village, on n'a pas de commerce. Et ce marché, contre toute attente, il a donné lieu à ramener de la vie à un instant T où on sait quoi qu'il arrive, on rencontrera du monde, on n'est pas seul. Alors l'hiver, il y a fatalement moins de monde, mais l'été, dès le mois de mars, ça reprend vie. Et la bibliothèque de Bresson, qui est gérée par des bénévoles, ouvre aux mêmes horaires. Donc les gens ramènent leurs livres et vont acheter... on a un super primeur, des fromages fantastiques, un boucher extra, des poulets rôtis. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour, une fois par semaine, pouvoir aller sur un marché proche de chez soi
et rencontrer du monde. Et ça, c'était vraiment un enjeu pour moi et pour mon équipe. Bon, alors, le jeudi, pour des gens qui sont dans la région, enfin dans les communes autour de Bresson, même de Grenoble, on peut monter le jeudi. On a beaucoup d'habitants, enfin je le dis pas trop fort, mais de communes limitrophes qui viennent à Bresson parce qu'il y a cette ambiance village. Qui est sympa à vivre exactement. En fin de journée, tous les jeudis. Tous les jeudis. De l'année. Vous parliez de la bibliothèque, je crois qu'il y en a une à Saint-Barthélemy de Séchilienne. Vous avez gardé ce type de service, même si vous n'avez que 400 habitants. Oui, bien sûr, on a une bibliothèque. Considérant d'ailleurs qu'une bibliothèque, ce n'est pas seulement un lieu où on vient déposer des livres ou prendre des livres sur les étagères, mais c'est d'abord un lieu de rencontre. Et la bibliothèque, c'est aussi un lieu où les personnes âgées viennent tricoter, où on vient prendre la tisane, où on vient se retrouver, bavarder. C'est aussi ça, une bibliothèque. Pour rencontrer du monde. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est une porte ouverte. Elles sont rares, les portes ouvertes. Oui. Il y a un autre équipement encore plus surprenant dans une commune de 400 habitants, c'est une salle de spectacle où vous organisez des manifestations culturelles. Je crois qu'il y a même un opéra en projet. Voilà, alors cet ensemble d'équipements fait suite au plan dit de redynamisation que nous avions engagé avec le conseil municipal en 1998 à la suite de l'expropriation du hameau de l'île de Falcon. Il y avait plusieurs axes dans ce plan de redynamisation. Il fallait d'abord doter la commune de plans, de documents de planification que nous n'avions pas à l'époque, PLU, maintenant PLUI. Il fallait aussi pouvoir rebâtir les équipements publics et faire sens à la plaine de l'île de Falcon. Nous ne voulions pas qu'elle devienne un no man's land. Sur les équipements publics, on a donc reconstruit l'école et puis un certain nombre d'équipements autour, restaurants scolaires ouverts aux personnes âgées, la bibliothèque évidemment, et puis les garages et ateliers, la requalification du bâtiment de la mairie, et puis surtout un espace culturel. Nous y tenions parce que nous considérons que c'est des rôles des collectivités, du rôle des maires, que de porter la connaissance, que de porter la culture, même dans les lieux les plus éloignés. Et donc cette salle de spectacle qui est opérationnelle depuis, pas complètement, mais qui fonctionne déjà depuis le milieu de l'année 2022, nous avons eu d'abord une création, une fresque historique sur la vallée de la Romanche. La salle fait 140 places. 6 soirs complets. Nous avons eu des différentes manifestations. Hier au soir, nous avions encore une conférence avec les amis de la Morte, l'Alpe du Grand Cerf, qui était consacrée à la station. Et puis cette année, on a une programmation culturelle qui va jusqu'à la fin de l'année avec des choses qui peuvent être surprenantes, au-delà des concerts, des conférences, un travail qui est mené avec la ville de Visil. Je veux remercier vraiment Catherine. Et puis, nous aurons, parmi les choses étonnantes, le chœur d'homme de Pérorade dans les Landes, qui va venir au début du mois de mai, un chœur qui a participé d'ailleurs aux rencontres européennes des chœurs d'hommes. Nous aurons la chance de les accueillir. Et puis, sous la direction de Lorenzo Cipriani, qui est titulaire des orgues de Notre-Dame de Paris, c'est un ami. L'année dernière, nous avons monté avec lui une pièce de Mendelssohn, un oratorio, la Thalia. Et cette année, nous nous attelons à construire un opéra, La Servante maîtresse de Pergolèse. Et ça, c'est prévu pour le 20 juillet. Donc, c'est un très gros travail pour nous et qui va être diffusé d'ailleurs dans d'autres communes, notamment de Loisan. C'est vrai que c'est exceptionnel quand on met en perspective 140 places, 430 habitants, et ça marche. Je voulais juste préciser que cette salle de spectacle, elle a une configuration particulière puisqu'elle a été calquée sur le modèle du théâtre du peuple de Bussang dans les Vosges, théâtre de Frédéric Potcher, avec une scène qui s'ouvre complètement sur l'extérieur. Et du coup, il y a aussi une scène extérieure avec des gradins posés à l'extérieur qui servent aussi à limiter la diffusion du bruit dans le village. Voilà, c'est pour nous un équipement extraordinaire qui est disponible puisque nous venons d'accueillir par exemple 2 réunions des agents des agents et des cadres du parc des Écrins. Nous venons aussi d'accueillir un séminaire de l'Office français de la biodiversité. Donc c'est un équipement qui est
qui est ouvert Et qui fonctionne. voilà, pour des belles choses. Bon, on va aller au spectacle à Saint-Barthélemy de Séchilienne dans les mois qui viennent. Audrey, vous évoquiez votre volonté de garder le caractère village de Bresson. On l'a vu sur les images, vous êtes aux portes de l'agglomération. J'imagine que les promoteurs immobiliers doivent venir taper à la porte de la mairie pour construire sur votre commune. Comment on fait pour résister quand on est maire ? Eh bien, comment on fait? Il n'y a pas trop de secrets. Comment on fait? On discute, on essaye d'expliquer ce qu'on souhaiterait pour le village. Ce n'est pas souvent compatible avec ce que veulent les promoteurs. Il faut trouver un juste équilibre. Le but étant de ne pas stopper l'urbanisme à Bresson, mais d'essayer de le maîtriser. Et le PLUI le permet beaucoup. Et du coup, nous, on a une population vieillissante comme vous, avec des maisons qui sont plus adaptées. Alors vous, c'est pour des raisons de commodité, mais nous, pareil. Mais sauf qu'on décide de vendre, on a un petit bout de terrain. Et là, au milieu de 3 maisons, peut surgir un grand immeuble qui, enfin pour Bresson, hein, après on n'est pas sur des R+5, mais R+2, c'est énorme à Bresson. On n'a pas de voirie, on n'a pas de... Le PLUI a écrit que Bresson était comme le centre-bourg de Visil. Et il suffit d'aller dans une rue de Bresson, comme dans une rue de Visil, on n'est pas du tout pareil. Nous, on n'a pas de trottoir, les voitures ont du mal à passer en double sens. Et aujourd'hui, on peut construire des immeubles qui viennent à ras de la route. Vous sortez de votre immeuble, vous êtes directement sur la route. Il n'y a pas... Il a manqué de bon sens, à mon avis, dans l'écriture à certains moments. Et aujourd'hui, il faut essayer de reprendre ce dont on parlait tout à l'heure en off, du bon sens pour... laisser des nouvelles familles pouvoir venir habiter Bresson pour remplir notre école, qui va très bien, mais voilà, il faut penser à l'avenir. Exactement. Et pour autant, il faut garder son caractère village. Et c'est là où c'est complexe, mais on s'y attelle. Et vous parliez des services de la métro, je pense qu'on les a... Service urbanisme, je pense que je suis enregistrée sur tous les téléphones des techniciens à ne pas décrocher, tellement j'ai appelé. On est en lien étroit avec eux, on travaille avec eux. Et aujourd'hui, voilà, on avance et on espère qu'on aura... récupérer de l'agricole au maximum, parce que c'est ça l'enjeu, récupérer de l'agricole, en s'inscrivant d'ailleurs dans un PAEN avec Champagné et Briangonne. Et c'est ramener de l'agriculture dans le village et récupérer nos terres agricoles. Voilà. Ouais, il y a d'autres communes qui prennent les terres agricoles pour construire. Vous, c'est plutôt d'essayer de développer cet aspect-là. Moi, je rêve. Il y a encore des exploitations agricoles sur la commune ? Alors, elles ne sont pas enregistrées sur la commune, mais elles sont exploitées effectivement sur la commune. Et on rêve de retrouver il n'y a pas longtemps, il y avait des moutons qui venaient en pâture à côté de chez moi. Je me suis réveillée avec ces moutons dans le champ d'à côté et c'était magique. Surtout qu'on est à 7 km ou 8 km de Grenoble. Donc voilà, on est vraiment un microcosme. Et cette ruralité, ce côté campagnard, on espère le garder. Il y a des exploitations agricoles à Saint-Barthélemy de Séchilienne, Gilles, encore ou... Non, il n'y a plus d'exploitation agricole. Par contre, les terres sont à la fois cultivées et pâturées. Et particulièrement chez nous, les alpages. Et si je peux me permettre, pour la petite histoire, l'an dernier, tous les alpages que nous partageons avec la commune de Cholonges et la commune de La Morte sur l'Alpe du Grand Serre, nous avons accueilli un très grand troupeau qui venait, c'était 2 troupeaux qui ont été rassemblés, l'un qui venait du Verdon et l'autre qui venait du Lot. Parce qu'avec la sécheresse, les bêtes n'avaient plus rien à manger et donc nous avons été contents de les accueillir. Je pense que c'est une opération qu'on renouvellera cette année. C'est important pour nous parce que ça permet de maintenir les alpages, de lutter contre l'enfrichement, de prévenir des aléas, et chez nous particulièrement les avalanches. Et en plus, ça garantit aussi la qualité de nos paysages, notamment à hauteur des sentiers de randonnée qui traversent ces alpages, quoi. On avait pas mal évoqué le paramètre mobilité. On n'en a pas parlé plus que ça, mais on va prendre quelques minutes pour traiter du sujet des déplacements, qui sont complexes et importants quand on est élu d'une commune. Il y a une étude de l'opérateur TomTom qui a été publiée cette semaine qui estime qu'un Grenoblois passe en moyenne 57 heures par an dans les bouchons. On est la 6e agglomération la plus congestionnée de France. Alors ça va un petit peu mieux, mais ça reste quand même un problème important et qui impacte le quotidien de beaucoup de monde. Quand je dis les Grenoblois, c'est tous les gens qui se déplacent
sur Grenoble et son agglomération. Donc ça ne concerne pas que les gens de Grenoble. Catherine Trotton, j'imagine qu'à Visil aussi, les bouchons, c'est un problème. La première préoccupation, je dirais, pour les Visillois, et pas simplement, parce que c'est vrai qu'il y a tous les gens qui viennent de Loisan aussi, qui traversent notre ville, enfin comme on est au Carrefour, et il va falloir qu'on fasse quelque chose. Là, il y a eu la transhumance un petit peu des touristes qui les chassés-croisés, le péage, donc, qui est au sud de Visil, est coupé par la route et les habitants ne peuvent plus aller d'un côté, traverser, aller d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, Gilles était bloqué aussi à Saint-Barthélemy. Je pense que là, il va falloir... on a vu des publications de petites vidéos de personnes le matin qui étaient coincées dans les feux, qui partaient travailler, mais qui devenaient fous. Et je les entends, on les comprend. Donc, il y a ces feux-là au péage. Il y a aussi les bouchons vers Visil le matin qui ont été un petit peu aggravés par les feux, par la position des feux. Alors, je comprends, hein, les feux, on en a discuté déjà plus d'une fois avec les différents... le préfet précédent et celui-ci, c'est pour protéger la population, il y a un impératif, mais on ne peut pas vivre comme ça, il faut absolument qu'on crée quelque chose. C'est quoi la solution, alors, justement ? La solution, on en a un petit peu discuté avec la métro, avec nos interlocuteurs. Je pense peut-être que ce serait une voie centrale, une voie en site propre, un car qui roulerait, qui échapperait aux bouchons, qui serait au milieu de la voie et qui emmènerait les Visillois le matin vers Jarry, vers la gare et le soir qui les raccompagnerait à Visil. Il y a aussi le vélo. Mais là, c'est criminel. Je ne prendrai pas cette responsabilité de mettre les gens sur la route entre Visil et Jarry. Il n'y a pas d'aménagement. Non, il n'y a pas d'aménagement et c'est très, 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 très dangereux. Donc, les conséquences de ces bouchons dans toutes les communes qui sont au-dessus de Bresson, par exemple, c'est que nous, Bresson devient un itinéraire. Oui, on va passer par chez vous parce qu'il y a moins de bouchons. Et nous, on a le bas du village et... congestionné. Oui, et puis non, mais nous, c'est pire, c'est que c'est la vitesse. Parce que quand on prend un raccourci, le but du raccourci, c'est d'aller plus vite que si on est sur l'itinéraire officiel. Et voilà. Donc, on veut se prouver qu'on a bien fait de prendre ce raccourci, donc on roule très vite. Et on a une petite rue en bas du village qui s'appelle le chemin Laguet. Samedi dernier, avec les chassés-croisés, en 2 minutes, il y a eu 40 voitures. D'habitude, on en voit passer 3. Là, il y en a eu 40 à une vitesse, et puis il y avait aucune immatriculation grenobloise. Donc alors après, c'est les applications, les Waze et compagnie qui font que... Mais la finalité, c'est que c'est parce que comme c'est congestionné, on se rabat sur des rues et des routes qui ne sont pas faites pour accueillir autant de véhicules et qui mettent en danger, là, les habitants, ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Alors la voie de bus, ça peut régler pour les déplacements quotidiens, mais pour les touristes, ça ne changera rien. Il faudrait une déviation supplémentaire. Gilles, vous qui connaissez, parce que Saint-Barthélemy de Séchilienne, on tombe sur ces bouchons également. On accueillait, je veux dire, c'est aussi une bonne chose d'accueillir les touristes. Ils font vivre les villes d'en haut, ils font vivre toute l'économie autour du ski et c'est très très important. Mais il y a peut-être une autre façon. On en avait parlé, peut-être créer des parkings en bas. Les touristes qui arrivent, en fait, ils montent aux stations, ils posent leur voiture et ils laissent la voiture pendant une semaine. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les acheminer autrement, de les déposer en station C'est une piste, effectivement. Juste 2 sujets. 57 heures dans les bouchons par an. J'ai fait un petit calcul ce matin, à raison de 250 jours de travail, ça fait 7 minutes de plus par déplacement. 7 minutes de plus par déplacement. Ça peut se concevoir comme ça. Moi, je trouve que la situation, alors elle est difficile. Avec Catherine, on en parle régulièrement, des problèmes de la traversée du péage de Visil, de la traversée de Visil dans son ensemble. Mais de plus en plus, les problèmes sont aggravés chez nous parce que les véhicules empruntent des itinéraires bis guidés par les GPS. J'en veux pour exemple les 2 derniers gros week-ends de transhumance, des autobus qui venaient forcément du nord de la France. Par exemple, un autocar belge et un autocar anglais à étage a été guidé par son GPS.
Il a traversé l'agglomération grenobloise, il a pris Uriage par les Séglières, il a traversé Champs-Rousse, il est redescendu vers la vallée de la Romanche par le Luitel, qui est une route extrêmement étroite, Une petite route de montagne. dangereuse. Bon. Les 2 bus ont emprunté cet itinéraire et le week-end dernier, ça a recommencé. La route de la CD 113 qui fait Laffrey jusqu'à Séchienne et également les jours de grande transhumance bouchés, alors que c'est un itinéraire de secours pour la vallée. Je pense que collectivement, nous souffrons de la faiblesse de la desserte du sud de l'agglomération vers les stations de Loisan et vers le Briançonnais. Et au-delà, vers le Gap-en-Sée d'ailleurs, c'est la même chose, et au-delà vers l'Italie et vers le sud de la France. La réponse, elle est complexe, parce que la desserte du territoire, nous sommes d'abord sur une route nationale jusqu'à Visil. Ensuite, il y a eu la 91, elle a été nationale jusqu'en 2007. Elle est devenue départementale en 2007 et le département a repris les études qui avaient été engagées par l'État. En 2015, création de la métropole, la 91 devient métropolitaine, au moins jusqu'à Séchilienne. Du coup, 3 opérateurs, l'État, le tronçon métropolitain et après le département. Ça ne facilite pas la fluidité des projets. Ni la fluidité des projets et encore moins la circulation. Et les grands week-ends, il faut bien avouer que c'est pénalisant pour les habitants, pénalisant pour le commerce, pénalisant pour l'attractivité du territoire, parce qu'on va toujours nous dire « Ah oui, mais c'est plus facile d'aller en Savoie, par exemple ». Et c'est un vrai sujet qui mobilise mes collègues élus de Loisan, qui nous mobilise, nous, sur le bassin visillois, qui mobilise la métropole, qui a eu d'autres grands sujets à traiter. Le triplement de la 480, aujourd'hui le travail qui est mené sur le Rondeau. Alors les solutions alternatives, le RER métropolitain est une nécessité pour les transports du quotidien chez nous. Pour faire ce lien entre les 3 boucles, les 3 branches de l'Y grenoblois, et puis il va falloir appréhender ensemble, parce que ça ne pourra pas être le travail d'un seul des opérateurs, mais appréhender ensemble la desserte du grand sud de l'agglomération. Dans les 2 branches, il y a des autoroutes. Ce n'est pas l'autoroute qui est demandée, mais c'est une circulation plus fluide sur des axes qu'il conviendra d'aménager. Et ces axes, ils traversent des zones urbaines ou urbanisées, des zones industrielles, avec l'aménagement de Champagné qui est en plein développement, avec la traversée des grandes plateformes industrielles pour lesquelles l'État a dû appliquer des règles de sécurité. Et puis, il y a des secteurs très contraints par la géographie. Entre Jarry et Visil, l'espace est disputé par la Romanche, où il faut prendre des précautions par rapport à des crues. Traversé par cette séquence-là, il y a la route, il y a le canal usinier, il y a la voie ferrée. On voudrait faire également passer la voie verte et elle fait sens puisque nous travaillons actuellement sur une voie verte qui connectera le cœur du parc des Écrins à la Via Rona, via ce territoire-là. Donc c'est un chantier de longue haleine qui va nécessiter beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens. Et aussi beaucoup de conviction de la part des élus que nous sommes. Mais tu as raison de dire ensemble. Il faudrait qu'on arrive à dépasser nos différences et qu'on s'assoie tous autour de la table, département, métro et maire des petites communes. Là, on voit quelques images de la voie verte qui existe, mais côté bourdoisan et qui a vocation effectivement à venir vers Visil, justement. Le tracé est arrêté sur le principe aujourd'hui. Dans les années qui viennent. Alors, il y a peut-être une solution à ces problèmes de bouchons, de déplacement en voiture. Ça va peut-être vous faire rire, mais c'est la ZFE, puisque à partir du 1er juillet, une partie des voitures les plus polluantes n'auront plus le droit de circuler dans 13 communes de l'agglomération. Et puis, ça va s'amplifier de 6 mois en 6 mois pour que très rapidement, à peu près 80 à 100 000 véhicules ne puissent plus circuler si on applique la ZFE de façon stricte, comme elle est prévue en tout cas. On est à quelques mois de la première échéance, juillet.
Audrey, j'imagine que vous, en tant que maire, vous êtes sensible à ce changement un peu radical des habitudes de déplacement qui va être imposé? Cette ZFE, elle s'appuie sur une réalité. C'est vrai qu'il y a un certain nombre il y a un taux de mortalité qui est lié aux particules fines et voilà. Et ça, on ne le remet pas en question. Mais je pense que ça suscite beaucoup d'inquiétudes et parfois de méfiance de la part de nos concitoyens. Comment empêcher les gens d'utiliser leur voiture pour aller sur Grenoble avant Surtout sur nos 3 communes, oui, voilà, avant de mettre en place peut-être des choses, de mettre en place le réseau de transport en commun, sécuriser les pistes cyclables. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour les aider à peut-être moins se servir de la voiture et avoir le temps peut-être aussi de changer, d'acheter une voiture peut-être un peu moins polluante. Hein. Mais si on veut que les gens adhèrent et les gens respectent cette ZFE, il faut absolument qu'on mette les moyens et qu'on leur permette de faire autrement. Audrey, est-ce qu'après... ça va vous faire peut-être rire, la ZFE. Ben, en fait, non, ça fait pleurer. Oui, ça fait pleurer. Ça fait pleurer parce que en 2025, les critères 3, 4, 5 et les voitures classées, ce sera 7 véhicules sur 10 en France, soit plus de la moitié de la population. Et c'est pas par choix qu'on garde une vieille voiture, souvent. Alors, il y a l'attachement, il y a... on ne l'utilise pas beaucoup, etc. Mais il y a aussi beaucoup les finances. Oui. Et les finances, en fait, cette ZFE, elle ne le prend pas en considération. Sur le principe, c'est une évidence que cette ZFE est indispensable. Mais son application, elle ne l'est pas dans la réalité. Et aujourd'hui, qui sont en train de se mettre en place, il y a des aides. La métropole de Lyon a décidé de reculer sa mise en place, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, nous, à Bresson, le parc automobile, il est plutôt vieillissant. Les maisons coûtent très cher et pour autant, les voitures, elles coûtent pas cher à Bresson et c'est des critères 3, 4, voire 5 pour certains. Et on n'a quasiment pas de bus, on a 2 flexos quand on pense à les appeler. Sinon, on n'a pas de bus. Donc voilà, la population est vieillissante, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas louer des taxis, on ne peut pas prendre des bus privés pour transporter les gens. Alors oui, voilà, le marché contribue à un petit déplacement qu'on fait en interne, mais pour autant, cette ZFE, il va falloir appliquer. Nous, à Bresson, on a pris le parti pour les particuliers de ne pas l'appliquer. Pour autant, toutes les villes autour de moi vont la mettre en place. Comment ça se passe ? Donc, ils sont en train de voir, Sylvain Laval est en train de voir pour des zones où on pourra rouler sans être dans la ZFE, mais voilà. Là, c'est toutes les incohérences qui commencent à rentrer. Quelle voiture pourra rouler ? À quel horaire ? Les dérogations. Et c'est un peu comme la retraite, vous voyez. Il y a 10 personnes, il y a 10 avis. Oui, des contreuses. Voilà. Exactement. Si j'écoute Catherine et Audrey, Gilles, on n'est pas prêt à appliquer cette ZFE dans la métropole au 1er juillet, dans la rigueur ou d'interdiction stricto sensu de circulation de certains véhicules. C'est ce que demande aussi Jean-Pierre Barbier, le président du département, que vous connaissez bien, puisque vous êtes aussi dans cette assemblée, demande un report de 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, déjà, rappelez que la mise en place de la ZFE, c'est la loi. Oui, c'est l'État qui l'impose. C'est l'État qui l'impose. Il y a eu un questionnement auprès des habitants qui a été diligenté par la métropole. Et puis, sur le terrain, aussi bien Audrey que Catherine, nous sommes interrogés par les habitants. Moi, je le suis aussi par les habitants de la Matésine, de Loisan, qui me disent alors, on ne va plus pouvoir aller dans Grenoble. Aujourd'hui, la réflexion est poursuivie par les élus et les services de la métropole. Peut-être que la ZFE, en tous les cas, c'est ce qui ressortait du questionnaire, ne sera pas complètement permanente. Il y aura peut-être des séquences où on pourra rentrer avec des véhicules critères 3, 4, etc. Bon, il y a de l'adaptation sans doute à faire, peut-être demander des dérogations, du décalage dans le temps, mais la mise en place de la ZFE, quoi qu'il en soit, et je reprends l'expression de Catherine, elle se fera ensemble. Et il faudra qu'il y ait des solidarités qui soient établies. Il faudra que l'ensemble des collectivités, d'une manière ou d'une autre, contribuent un petit peu pour favoriser la mise en place de cette démarche, encore une fois, qui est réglementaire. Voilà, nous, on est en périphérie, alors c'est peut-être, on est même loin
pour le moment du cœur de ces 17 communes, je crois, qui 13. sont 13 communes qui sont aujourd'hui concernées par la ZFE. Avant que la tâche ne s'élargisse et arrive jusqu'à chez nous, il va se passer un petit peu de temps, mais n'empêche que nos habitants, ils descendent dans l'agglomération. Les habitants de mes voisins des communes Matésine et Oisans, voire Trièves, eux, ils viennent dans la métropole. Les artisans aussi nous questionnent. Ceux qui travaillent au cœur de la métropole, il faudra inventer des mesures d'accompagnement, inventer aussi des mesures pour cette mise en place, peut-être pas, encore une fois, temporaire, des formes de dérogation. Je ne remets pas en cause, moi, l'utilité. Mais c'est la pragmatique, comment on fait aujourd'hui. La pollution de l'air tue, c'est sûr, c'est une certitude. Alors, mais maintenant, est-ce qu'on a le droit d'empêcher les gens de fermer les villes, de fermer autour de Grenoble? Est-ce que, voilà, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Il y a le problème de la répréhension. Enfin, moi, à Bresson, je n'ai pas de police municipale. Qui va s'occuper de vérifier qu'il y ait critères 3, critères 4, etc. Ça sera à l'entrée de... Oui, ben voilà, c'est ça. Il faudra du temps. Avril, du bon sens, plus de temps que et de la solidarité. On va voir si les élus communautaires auront du bon sens, puisque je crois que c'est en avril que la décision sur l'aménagement ou pas de cette ZFE prévue au 1er juillet dans l'agglo sera prise. Donc voilà, il y aura certainement quelques discussions un peu musclées dans l'hémicycle entre les différents groupes. Pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, pour finir sur un sujet un peu plus léger, puisqu'on vient de passer la Saint-Valentin il y a quelques jours, le rôle d'un maire, c'est aussi de célébrer des mariages. Alors Gilles, en 28 ans, vous savez combien vous en avez célébré? Vous les avez comptés? Alors, je crois que j'en ai célébré une centaine, quand même. De rien. Alors, il y a des mariages de couples jeunes, des mariages de gens qui vivaient ensemble depuis longtemps. Il y a des mariages qui m'ont procuré beaucoup d'émotions. C'est une vraie fierté quand on est maire de célébrer un mariage. C'est vrai que ça contrebalance un petit peu les soucis du quotidien, parce que c'est un moment qui est particulièrement agréable. C'est un moment de joie, c'est un moment de retrouvailles pour beaucoup, quand les familles sont parfois éloignées. Ouais, c'est une belle séquence dans la vie d'un maire. Audrey, votre célébration la plus marquante depuis que vous êtes maire? Alors moi, j'ai eu juste j'ai eu une dizaine de mariages en tout et pour tout. Mais nous, on a une particularité à Bresson, c'est qu'on propose aux mariés, après le mariage, de refaire une espèce de cérémonie sous le cèdre de l'Atlas qui est dans le parc de la mairie. Et j'avoue que c'est un deuxième moment. Parfois, il n'y a pas d'office religieux derrière. Et la mairie, on est d'accord, ça va très vite. Pour peu qu'on n'ait pas grand-chose à dire sur les mariés parce qu'on ne les connaît pas beaucoup ou autre, ça peut être très, très lapidaire. Du coup, on propose cette formule et ça fonctionne bien. Enfin, on la propose si les gens le veuillent. Et on se marie à l'extérieur aussi. Alors, toute la partie officielle se fait évidemment dans le cadre de l'équipement municipal. Et puis, il y a la partie un peu plus campagnarde qui se fait dans le parc du château. Bon, je pensais que vous alliez me parler d'un autre mariage que vous avez célébré dans un endroit un peu particulier. Regardez cette petite séquence, vous allez nous expliquer juste après. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assurance, assistance, pardon. Et l'assurance aussi. Voilà, alors du coup... Comment ça se fait que c'est toi qui es plus stressé que nous? Parce que c'est c'est mon premier mariage avec autant de monde. Moi, d'habitude, il y a 10 personnes. C'est trop bien, t'oublieras jamais de ta vie. Ah non, c'est clair. Son air, la semaine prochaine, il va être très fade. Oh oui, c'est clair. Alors, c'était l'an dernier sur la scène du Summum, ce mariage un peu particulier. En fait, j'ai une amie qui m'invite, il lui restait une place pour aller voir une artiste qui s'appelle Inès Reg, que je connaissais pas tant que ça, tout compte fait. Et j'avoue que la première partie du spectacle, j'étais pas dans le spectacle et j'étais sur mes emails, pour la mairie en l'occurrence. Et je répondais. Et puis je comprends qu'il commence à parler de mère sur scène parce qu'une jeune fille cherche un mari et elle aimerait se marier. L'artiste dit, moi j'ai l'artiste en première partie qui est célibataire. On va te marier avec lui, mais il nous faudrait quelqu'un qui travaille dans une mairie. J'étais avec une bande de copines et en fait, j'ai senti une chaleur chaude sur moi. C'était la poursuite qui est tombée sur moi. Qui vous avez désigné. Oui, qui m'avait désigné parce que tout le monde disait là. Et alors moi, je cherchais en disant mais de qui parle? Et en fait, c'était moi. Et elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais mère. Et alors là, c'était parti. J'avais un foulard autour du cou, je me le suis mis là et donc j'ai célébré devant, je ne sais pas combien, 3000 personnes, il me semble.
Et c'était impressionnant. Et en fait, quand je suis sortie de ce spectacle, c'est là qu'en fait, je suis pas encore complètement dans la génération réseaux sociaux parce que j'ai pas pensé une seconde la portée de ce qui se passait dans l'instant. Ça allait sortir du summum. Oui. Et en 3 minutes sur le parking du summum, j'étais dans ma voiture et là, j'ai reçu des SMS de tous les côtés et je me suis dit, mon Dieu, il y avait tant de monde que ça à ce spectacle. Et en fait, c'est parce que voilà, les vidéos étaient passées sur les réseaux. Le Dauphiné Libéré l'a vu. Le lendemain matin, à 8h30, il m'appelle. Alors moi, j'étais en train de me dire, c'est pourquoi, c'est le budget, c'est à quel sujet. Oui, alors la ZFE. Et puis non, en fait, on parle de ça. Alors je dis, mais vous pouvez me rappeler aussi pour des trucs importants. Et puis voilà, c'était un très bon moment. C'était agréable à vivre. Et puis voilà, après, il y a des maires de la métro qui m'ont découvert du coup, parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux. Et le vendredi, au conseil métropolitain, on m'a dit, ah, mais c'est vous qui avez marié. Voilà. Alors, je fais autre chose que des mariages au summum, mais également pour la commune. Bon, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. C'est arrivé jusqu'à Télé-Grenoble. Je l'avais jamais vu, en fait, à part en tout petit sur un portable. Voilà. Ces images, la séquence est beaucoup plus longue et vous avez pas mal d'humour d'ailleurs. C'est pas évident, j'imagine, de se retrouver dans cette situation sur scène. Non, c'était un peu stressant. Merci en tout cas. Un rendez-vous pour les amoureux de la course à pied pour finir Grenoble-Visil dans quelques semaines, Catherine. Hein. Oui, tout à fait. Le 2 avril, on a rencontré les organisateurs et ça va se refaire. Alors, on évite un petit peu, comme toujours, la route. Hein. On passe par des chemins. C'est en mode trail, oui. Et c'est en mode trail, mais voilà, ça rassemble beaucoup de monde et c'est vraiment une très, très belle fête autour de la nature aussi. Moi, je voulais juste, je ne sais pas si on a encore le temps, reparler, moi, de mon mariage le plus émouvant. C'est un mariage entre 2 femmes. Je pense qu'il faut aussi qu'on parle de ça. Il faut aussi que la société soit de plus en plus tolérante et accepte voilà, une autre forme de couple. Voilà. Et c'était vraiment très émouvant et avec beaucoup d'amour. Voilà. Et souvent beaucoup de pudeur. Et tout à fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à tous les 3 d'être venus participer à ce QG des maires. Bonne continuation dans vos projets respectifs. Et puis on se retrouvera dans quelques semaines avec d'autres élus de la métropole grenobloise.